Alors, donc, aujourd'hui, nous commençons avec l'administration de la protection des données. Alors, ils ont utilisé le terme protection des données qui est encore plus vaste que la sauvegarde. Parce que la sauvegarde, bon, c'est juste utiliser un outil pour faire des sauvegardes et autres, Mhm. hein, pour pouvoir faire des restaurations de mains, tout ça. Mais quand on parle de protection des données, ça va au-delà. C'est un peu comme quand on dit, par exemple, système d'information. Voilà. Quand on dit un directeur informatique et puis un DSI, c'est pas la même chose. Voilà. Mhm. Le directeur du système d'information, ça va au-delà de l'informatique. C'est la même chose. Donc ici, la protection des données est encore plus vaste et ça prend en compte beaucoup de choses, dont la sauvegarde. Donc, on va aborder la sauvegarde, mais en plus de la sauvegarde, il y aura d'autres éléments, hein, qu'on va voir. Donc, tout ne se limite pas seulement à la sauvegarde. Donc, on parlera par exemple de disaster recovery qui va se baser sur la sauvegarde, mais dans le fonctionnement réel, euh, pour celui qui ne sait pas, il ne saura pas qu'il y a la sauvegarde derrière. Il va juste voir la solution de disaster recovery. Alors, Mhm. anciennement, on parlait par exemple de sites de réplica ou bien sites de secours, ou bien sites secondaires. Tout ça aussi contribue à la protection des données. Voilà. Donc, comme on est sur Azure, on essaie de proposer des solutions un peu plus simples, euh, mais au fond, c'est un peu comme ce qu'on avait l'habitude de voir anciennement, mais avec de nouvelles technologies, bien sûr. Voilà. Donc, chez Azure, nous avons une solution déjà implémentée. Donc, on va présenter cette solution sous forme de service. Vous allez entendre parler de Azure Backup. Donc, Azure Backup, c'est la solution de sauvegarde déjà implémentée dans Azure. Donc, on la présentera comme un service qu'on va utiliser pour pouvoir faire nos opérations de sauvegarde, de restauration, ainsi de suite. Donc, c'est quoi Azure Backup? Alors, sachez que Azure Backup, c'est le service de sauvegarde de Azure. Donc, ici, vous voyez, faites déjà la part des choses. Quand on dit un service Azure, c'est que c'est quelque chose qui est déjà implémenté dans Azure. Donc, tu vas juste aller utiliser. Rappelez-vous des différents niveaux de service dans le cloud. Il y a la partie infra, la partie plateforme et puis la partie software as a service. Donc, quand vous vous connectez et puis vous utilisez un service déjà implémenté, il faut voir enfin, je peux dire la technologie comme un service. Voilà, puisque ce n'est pas vous-même qui avez déployé, ce n'est pas vous qui avez installé le serveur, ce n'est pas vous qui avez paramétré. Voilà, vous connectez juste et puis vous utilisez. Donc ici, le service de sauvegarde Azure, Azure Backup, va être utilisé sur presque tout ce que nous allons créer dans Azure. Donc quand on crée une ressource, on a la possibilité d'utiliser ce service de sauvegarde-là pour pouvoir paramétrer la sauvegarde de la ressource qu'on vient de créer. Donc, Mhm. on a deux aspects. Donc, il y a la sauvegarde que je peux dire, configurer ou bien opérer depuis la ressource que tu as créée, ou bien tu vas aller dans ce qu'on appelle le centre de sauvegarde ou bien backup center, et depuis là-bas, tu vas paramétrer ta sauvegarde. Donc, on peut le faire des deux côtés. Ça donne toujours le même résultat. Parce que quand tu as paramétré directement sur la ressource que tu as créée, si tu vas dans le backup center, forcé, tu vas voir le job de sauvegarde que tu as créé. C'est bon? Ouais. Voilà. Donc, il est utilisé pour faire les sauvegardes, pour faire les récupérations. Et à travers ce service, tu peux avoir une vue, hein, sur le stockage. Voilà. Rappelez-vous, hein, de ce que je vous disais sur les limites ou bien les quotas. Donc, Mhm. quand tu, tu crées un tenant et que tu payes pour une souscription, Azure ne va pas t'ouvrir, je peux dire,
tout son data center pour que tu fasses ce que tu veux, même si c'est payant. Mais ils vont te donner un quota. Donc, à travers le service de sauvegarde, tu peux avoir une vue, hein, sur le stockage que Azure t'a octroyé. Si c'est par exemple 1000 Tera, au fur et à mesure, tu sauras ce qui est utilisé, ce qui reste. Mhm. Voilà. Alors, tu peux passer aussi par le service de sauvegarde pour gérer tout ce qui est autorisation, oui, parce que tu peux soit verrouiller, hein, tu peux, en fait, si tu veux des données de sauvegarde, tu peux les verrouiller pour n'être utilisées que par telle ou telle personne seulement. Voilà, pour ne pas, tout le monde peut être, il y a des gens qui peuvent avoir des droits admin dans votre Mhm. environnement, mais à qui tu veux refuser, par exemple, l'accès aux données de sauvegarde, ça aussi c'est possible. Voilà. En Mhm. utilisant, par exemple, des stratégies. Le contrôle d'accès, on le connaît déjà, hein, le airbag. Donc, à partir du moment où tu as des données sont stockées quelque part, le airbag, si vous vous rappelez, on a dit, on l'utilise pour gérer quoi? L'accès aux ressources. C'est ça. Et j'ai dit, une ressource, c'est quoi? C'est tout ce qu'on peut créer et utiliser dans Azure. Voilà, Mhm. donc, tes données de sauvegarde là deviennent comme des ressources sur qui tu peux donner accès ou refuser des accès. Voilà. D'accord. Ça peut aller? Oui, Voilà. jusqu'à là, ça va. Mhm. Donc, comme toute solution de sauvegarde, on a, comment on appelle ça, euh, un peu comme un agent, hein, de sauvegarde. Un agent, si tu veux, c'est ce que les gens appellent client. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Si vous avez déjà travaillé avec les solutions de sauvegarde comme Vim, NetBackup, tous ces trucs. Donc, vous allez vous rendre compte que le serveur va pousser ou bien utiliser, se baser euh, sur par exemple, un client qui est déployé du côté de celui qui doit sauvegarder. Donc, c'est à partir de ces clients-là que le serveur peut avoir la main, hein, sur celui qui veut sauvegarder, ainsi de suite. Donc, on aura besoin de cet agent. Et puis, euh, les sauvegardes intégrées dont il s'agit ici, c'est ce que je vous expliquais au début, ou quand tu finis de créer la ressource, tu peux directement les sauvegarder. Voilà. Mhm. Donc, quand tu finis de créer, par exemple, une VM, directement, quand on parle de sauvegarde intégrée, c'est-à-dire que tu peux activer la sauvegarde, tout ce qui est disk manager, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on n'est pas forcément pour ceux-là obligés d'attendre d'aller dans le backup center pour pouvoir les sauvegarder. Mais on verra bien dans la pratique à quoi, à quoi cela ressemble. Alors, pour pouvoir faire la sauvegarde, on a un prérequis. Mhm. Ah, il faut bien suivre, hein, parce que Dominique, lui, il a déjà vu ça au moins 100 fois. Alors, le prérequis ici s'appelle coffre. Bon, c'est en français, hein, je préfère dire le nom en anglais, c'est recovery. Dominique, comment on appelle ça en anglais? Quoi, coffre, En anglais. vault. Recovery. Voilà, recovery service vote. Ouais, recovery service vault. Voilà. Donc, c'est comme si tu crées un coffre et c'est à travers ce coffre-là que tu vas faire tes opérations de sauvegarde. Vraiment, D'accord. c'est l'élément, il peut dire principal. À l'étape zéro, c'est ce qu'il faut faire. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas faire de sauvegarde à travers le backup center. Mhm. Donc, premier pas, premier élément, recovery service vote. D'accord. Voilà. Donc, le recovery service vote,
tu vas définir quelle est ta stratégie de sauvegarde à travers le recovery service vault. Par exemple, tu vas dire, bon, moi, mon coffre que j'ai créé là, c'est pour sauvegarder seulement les VM qui sont sur Azure. C'est bon? D'accord. Donc, ça veut dire que tu crées ton coffre, la stratégie, le backup des VM qui sont positionnés sur Azure. Donc, quand tu vas vouloir créer des jobs de sauvegarde, ce job-là ne pourra pas sauvegarder autre chose qu'une VM qui est présente sur Azure. Ok. Je ne sais pas si tu comprends. Mhm. Voilà. Si tu crées ton coffre pour sauvegarder des données venant de ton réseau on-prem, quand tu vas, comment je peux dire ça, créer ton job de sauvegarde sur la base de ce coffre-là, c'est ce que tu auras défini dans la stratégie là qui pourra être Mhm. sauvegardé. D'accord. C'est bon? Bon. Donc, ça Voilà. dit aussi, donc ça répond à une question que je voulais poser. Donc, on peut sauvegarder des données on-prem dans le coffre. C'est pas on peut, on sauvegarde. Oui. Oui, Ça ça veut dépend dire de la que, stratégie. À quoi ça dit on peut, hein? voilà, oui, ça dépend de la stratégie. Mais Mm. ici, il y a je peux dire deux grandes catégories de stratégies. Il y a des stratégies qui permettent seulement de sauvegarder des choses qui sont sur le cloud. D'accord. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas mélanger. Ah, ok. Donc, si par exemple, tu veux sauvegarder des VM qui sont sur Azure, des bases de données SQL, enfin, quelque chose qui est déjà sur Azure, tu ne peux créer qu'un seul coffre pour chaque type d'élément que tu veux sauvegarder. D'accord. Donc, deux catégories, les données sont sur le cloud ou bien les données sont on-prem. Tu as vu les deux catégories, non? Il y a Maintenant, deux quand types les de... Mhm. deux types de coffres, donc il y a Mhm. les coffres pour sauvegarder les données qui sont sur le cloud, les coffres pour sauvegarder les données qui sont on-prem. C'est bon? D'accord. Ensuite, si on rentre dans la catégorie des coffres pour les données qui sont sur le cloud, tu crées un seul coffre pour chaque type de données à sauvegarder. Par exemple, si tu veux sauvegarder des VM, il faut un coffre typiquement pour les VM. Tu veux Ok. sauvegarder, par exemple, des bases de données, un coffre typiquement pour les bases de données. Tu veux sauvegarder, je sais pas, des applications, il faut un coffre typiquement pour les applications. Donc, quand tu es sur Azure, le coffre doit être spécialisé, dédié au type de ressources que tu veux sauvegarder. Quand on vient dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire pour la sauvegarde des données qui sont on-prem, tu peux créer, là ça dépend de toi. Si tu veux, tu crées un seul coffre qui peut sauvegarder tout type de données venant on-prem, ou bien tu peux créer un coffre par... enfin, si tu veux, tu fais comme tu veux en fait. Quand les données viennent de on-prem, tu n'es pas obligé de créer un coffre pour chaque type. Tu peux créer un D'accord. seul coffre pour faire tout, ou bien tu peux spécialiser, ça dépend de toi. Ok. C'est bon? Oui, oui. OK. Donc, dans le centre de sauvegarde, c'est un peu comme ce que l'anglais appelle one pane of glass, c'est-à-dire que c'est un seul endroit où tu retrouves tout ce qui concerne la sauvegarde sur Azure. Voilà. Donc, tu vas voir s'il y a des instants qui sont sauvegardés, les stratégies de sauvegarde, les coffres dont je te parlais tout à l'heure. Tu peux même voir les travaux, les jobs de sauvegarde, hein, les rapports de backup. Alors, les rapports de backup, c'est quoi? C'est-à-dire que quand un job s'exécute, Mhm. ou bien a fini de s'exécuter, il y a un rapport qui est généré. D'accord. Donc, dans le rapport, tu peux savoir si le job s'est bien passé, s'il y a eu des erreurs, tout ça. Donc, normalement, un administrateur, il a beaucoup à faire.
Donc, quand vous allez discuter vos salaires, là, n'allez pas leur dire non, bon, mettez un peu de JF venu. Non. Voilà. Dites, je veux 1 million, je veux 2 millions. Et même leur qu'il a de couper pour qu'ils sachent que le travail là n'est pas facile. Oui, parce que imagine un instant, si toi, tu dois venir faire des checks chaque fois pour savoir si la sauvegarde les, sau- les sauvegardes d'hier se sont bien passées. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as à faire le Oui. jour même et ce que tu dois planifier pour les jours suivants. Donc, tu es dans un cycle de check de ce qui est passé, d'exécution des tâches courantes et de planification à moyen et long terme, ainsi de suite. Donc, c'est pas du tout facile. C'est bon? Oui, oui. Voilà. Donc, pour sauvegarder les machines virtuelles, Azure nous propose 3 solutions. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai parlé de protection des données. Bon, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la sauvegarde. Donc, on a les captures instantanées, les snapshots. C'est bon? Les snapshots peuvent être utilisés pour, si tu veux, c'est pas la sauvegarde, hein, mais ça nous permet d'avoir la VM en entier avec les données quelque part dans un format différent du format de sauvegarde. La capture, c'est pas un cliché. La capture, c'est pas une photo. C'est-à-dire, ils font un requête, comme si on faisait une copie de la VM. Mais il n'est pas conseillé de toujours faire des captures instantanées. Parce que ça consomme aussi de l'espace. Si ta VM fait 1 Tera, quand tu fais la capture fait aussi 1 Tera. Je ne sais pas si vous voyez. Alors que si ta VM fait par exemple 1 Tera, On quand tu... t'avait perdu. Ah, ok, excusez-moi. Vous m'entendez maintenant? Tu as dit que ce n'est pas des clichés. Voilà, ce ne sont pas des clichés, mais c'est comme une copie en fait de la VM. Que si la VM fait 1 Tera, quand tu fais l'instantané aussi fera 1 Tera. Oui. Donc, or, quand tu fais les sauvegardes, comme le format de fichier de la sauvegarde est un format différent, ta VM, par exemple, peut faire 1 Tera, mais quand on fait le backup, dans la conversion des formats, soit la taille peut diminuer un peu. Oui, oui. Il y a des systèmes de sauvegarde même qui vont essayer de compresser, faire tout ça pour diminuer. Ouais, un peu. Donc, l'instantané peut être utilisé dans des situations, je peux dire, spéciales où on a besoin de mener, par exemple, des actions de maintenance sur la VM. Donc, on fait une capture avant de mener l'action. Et quand on finit, si tout se passe bien, on supprime la capture. S'il y a un souci, on peut restaurer la VM sur la base de la capture. Ouais, un peu. Voilà. Alors, Azure, sinon la sauvegarde Azure Backup, est utilisée pour sauvegarder les VM de l'environnement Linux ou bien de Windows. Donc, si tu as une VM, sinon des VM qui tournent avec Windows ou bien qui tournent avec Linux, tu peux utiliser Azure Backup pour les sauvegarder. Et la dernière solution de protection des données s'appelle le Site Recovery. C'est la solution, je peux dire top, qui couronne tout ce qu'il y a comme solution de sécurité des données, ou bien de protection des données plutôt, chez Azure. Donc, le Site Recovery va être utilisé pour sécuriser les machines virtuelles, ce qu'on appelle disaster, c'est-à-dire qu'une catastrophe majeure, par exemple, je dis n'importe quoi, hein. Aujourd'hui, les Européens provoquent les Russes. Si un matin, les Russes donnent, si leur s'attend d'eux, si par exemple l'Europe
je suis sûr qu'il y a des data centers qui vont plus fonctionner. Donc, c'est ça qu'on appelle catastrophe majeure. D'accord. Voilà. Donc, lorsque une région entière Azure tombe en panne, il faudrait que tes VM soient disponibles ou bien sinon accessibles. C'est dans ce cadre-là que va intervenir le disaster recovery. Voilà. Donc, du coup, avant que on ne soit surpris par la catastrophe, on va implémenter le site recovery dans Azure pour que si demain ça se produit, on soit à l'abri. Donc, voilà comment la capture instantanée fonctionne. La même VM, tu fais la capture instantanée et puis ça va être récupéré dans le coffre que tu as créé et sauvegardé. Donc, c'est vrai, on va sauvegarder la capture, mais ce n'est pas une sauvegarde en tant que telle. Ok. Très important. Si tu veux vraiment sauvegarder, il faut configurer le backup et puis voilà, tu fais le backup normalement. Mhm. Bon, il y a des gens qui le font, pourquoi? Parce que c'est prouvé que ça réduit les temps d'attente de récupération. Par exemple, quand tu veux faire une restauration, tout à l'heure, je disais quoi? Que c'est la même taille. Mhm. Si tu avais fait 1 Tera, la capture fait 1 Tera. Alors que quand tu fais une sauvegarde normale, si tu avais fait 1 Tera, le changement de, de format de fichier, hein, les compressions, tout ça vont faire que tu vas passer peut-être de 1 Tera à 800 ou bien à 700 ou bien même à de moitié. Ce qui veut dire que lors de la restauration, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, le système de récupération va décompresser ce qu'il a compressé. Ouais, un peu. Et puis, il va reconvertir maintenant au format normal de la VM. Donc, ça fait 2 choses, sinon 2 jobs. Donc, décompression, reconversion. Donc, ça fait que le temps de restauration d'une sauvegarde devient un peu plus long que le temps, par exemple, de restauration d'une capture instantanée. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui privilégient la capture instantanée. Mais le problème, c'est que ça consomme assez d'espace. Ça consomme assez d'espace. Ok. Donc, on peut le faire de manière, comment je fais dire ça? Dans les situations vraiment urgentes, on est un peu serré, coincé, mais tu ne dois pas en faire ton habitude. Comme par Mhm. exemple, il y a des gens là, eux, quand ils créent une VM, paf, ils activent en même temps la capture instantanée Mhm. pour que ça soit exécuté de manière automatique, par exemple, 2 ou 3 fois par jour. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand il exécute la capture là, il ne fait pas de différentiel. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que si tu as 1 Tera, si tu as activé 3 instantanés dans la journée, c'est comme si tu es en train d'avoir 1 Tera multiplié par 3. Ça fait 3 Tera. Mhm. C'est vraiment beaucoup. Donc, on ne le fait pas comme ça pour faire. Mhm. Voilà. Très important. C'est bon? Et D'accord, c'est bon. puis, en termes de temps de réduction, comme c'est la même VM, quand tu es en train de restaurer, c'est-à-dire que la VM n'attend pas que toutes les données soient restaurées avant de démarrer. C'est que c'est rapide de remettre en marche une capture plutôt que de restaurer une sauvegarde. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En tout cas, en termes de rapidité, il n'y a pas y a pas photo, quoi. Mais sauf Mhm. que ça consomme plus d'espace. Donc, ce que j'expliquais sur les coffres, quand tu veux faire la sauvegarde avec Azure Backup, tout ce qui est comme charge de travail sur Azure, j'ai expliqué, tu dois créer un recovery service vault pour chaque type. Par Mhm. exemple, ici, ce qui est mis en lumière, c'est les machines virtuelles.
Donc, le recovery service vault qu'on crée ici, c'est pour les machines virtuelles. Si on veut sauvegarder les bases de données SQL, on crée un autre recovery service vault pour les bases de données SQL. Si on veut sauvegarder les partages de fichiers, on crée un recovery service vault pour les partages de fichiers. C'est bon? Par Ouais. contre, si la charge de travail vient de on-prem, on peut créer juste un seul et puis cocher ce que nous voulons que notre recovery service vault prenne en charge. Mhm. Ici, ils ont voulu que le recovery service vault puisse sauvegarder les machines virtuelles hyper-V, les machines virtuelles VMware, l'état du système, la récupération complète. Donc, ce recovery service vault là, voilà ce qu'il pourra faire. Vous voyez que tout ce qui est comme fichier dossier n'a pas été coché. Donc, ça veut dire qu'on peut créer aussi un autre et puis choisir fichier dossier, Microsoft Exchange, SharePoint. Si on veut, on coche tout aussi dedans, ça ne fait rien. Voilà. D'accord. Ben, oui, quand la charge de travail est locale, c'est optionnel. On peut créer un seul, créer plusieurs. Mais quand c'est sur Azure, là, on n'a pas le choix. Il faut créer un seul type de recovery service vault pour le type de ressources ou bien de données qu'on veut sauvegarder. C'est bon? D'accord. Donc, pour la sauvegarde des machines virtuelles, c'est ce que j'ai décrivais tout à l'heure. La première des choses, c'est de créer d'abord un recovery service vault, ensuite utiliser le portail à travers le backup center pour paramétrer la sauvegarde. Voilà. Et puis ensuite lancer le job pour sauvegarder la VM. C'est aussi simple, hein. Ou bien, Mhm. pourquoi pourquoi tu ris? C'est la vérité. Donc, tu crées le recovery service vault, tu vas dans le backup center pour paramétrer, définir si tu veux la stratégie de sauvegarde, ou bien créer ton job, sauvegarde ou restauration, si tu veux. Ensuite, maintenant, tu lances pour pouvoir sauvegarder. Voilà. Pas compliqué. Excuse-moi. Donc, après avoir fait la sauvegarde, on peut restaurer. C'est bon? Oh, oui. Voilà. Donc, euh, on, on va, on va toujours aller dans notre centre de sauvegarde, backup center, ou bien, comme je l'ai dit, on a deux endroits. Aller sur la VM directement aussi, et puis lancer la restauration.
Donc, la restauration, comme je l'ai dit, peut s'opérer depuis le centre de sauvegarde ou bien depuis la VM elle-même. Donc, si c'est sur la VM, tu vas voir euh, une option backup. Tu vas dessus, tu vas voir la partie où tu vas pouvoir faire les restaurations. Donc, ici, c'est ce qui est là. On a restauré. Voilà. Mhm. C'est bon? Oui. Voilà. Et tu peux voir aussi si euh, ici, là, c'est un peu comme des logs qui définissent si les jobs se sont bien passés. Là, ça réussi, réussi. Point de restauration. Voilà. Donc ici, on te parle de cohérence en cas ça, c'est d'intrusion, 30, cohérence des applications, ainsi de suite. Donc, on te fait sortir vraiment les stats. Donc, si tu as, je ne dirais pas le temps, mais si tu peux aller voir tous ces détails. Ça va te donner plus d'informations sur comment ta sauvegarde s'est passée. Si la sauvegarde est cohérente, je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là. C'est que ça s'est passé souvent, le job de sauvegarde va jusqu'à son terme. On te dit ça a réussi. Mais quand tu veux restaurer, on te dit il n'y a rien à restaurer. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça. Donc, c'est une activité très, très critique. Tout ce qui est sauvegarde. Voilà. Tu peux passer 20 ans dans une boîte, tu t'occupes des sauvegardes, personne ne va te regarder. Souvent, même quand tu as te payer tes budgets d'achat, machin, ils vont toujours se plaindre. Non, mais il est là, il fait quoi même? Il nous fait dépenser Mhm. seulement. Un seul jour. Un seul. Ils vont dire, bon, on est en conflit avec un client qui nous a traduit en justice, on a besoin des données. Par exemple, il a de cela pendant 5 ans, de tel mois à tel mois. Et puis tu lances la restauration, on te dit 0 kilo-octet. Bon, et là, tu viens voir ton boss et puis tu lui dis, bon, écoutez, il est temps de nous séparer. Parce que, Mhm. oui, tu vas expliquer ça comment? Voilà. Donc, il faut faire très, très attention quand vous travaillez sur la sauvegarde. C'est très Mhm. critique. Donc, le disaster recovery dont je vous parlais, sinon, la solution pour le disaster recovery, qui est Azure Site Recovery, Mhm. va se baser sur un élément très important qu'on appelle Traffic Manager. Hein, c'est quoi le Traffic Manager? On a déjà vu. Ah oui. Comment? Le traffic manager. Oui. Quand on voyait le load balancer, On envoie. Ah, attends, c'est bon, là, c'est bon. Ouais, je me rappelle l'expression. Euh... Bon, je vais prendre un truc, c'est la gestion du trafic. Maintenant, comme tu parles de l'autre balanceur, c'est-à-dire qu'on faisait un équilibrage. Mais là, je n'ai pas. on avait vu un tableau où on a dit les types de load balancer. Hein? Oui. On a vu le load balancer normal, on a vu le traffic manager, on a vu quoi encore? Oui. Le traffic manager, oui, on a vu ça. Il y avait trois, je crois. C'était quatre. Hmm? Voilà, c'était quatre. T'as vu? Je vois trois dans mon esprit, d'accord. Bon, donc, troisième là, c'était quoi? Laisse-moi voir. Je n'ai pas ça dans ma tête, mais j'ai vu, je vois trois trucs. J'ai noté. Ok. Je n'ai pas bossé. Ben, L'application gateway. c'est ça, Application Gateway. Il y avait Mhm, Application Gateway, il y avait le balanceur normal que tu as dit. mhm. Ouais. Le quatrième, je ne sais pas. OK. C'est que j'ai Le comme front door. voilà, le front. Pardon? Voilà, laissez, elle Le- va trouver. Elle dit, elle a vu quelque part, non? Oui, j'ai noté, au fait, mais comme il y a beaucoup de feuilles dans mon cahier, Ah, donc tu es en train de fouiller. quand j'écris, il faut que je lise pour que ça reste. Ah, Je n'ai pas oh. lu. Tu n'as pas une mémoire photographique. Euh, si je lis une fois, là, c'est bon. Ça va aller. Je Donc, retiens mieux quand j'écris. donc, quand on voyait les load balancers, je vous avais dit que
traffic manager va intervenir plus tard dans une solution qu'on appelle la G7 Recovery. Ça, je sais que tu n'as pas noté ça. Non, ça, j'ai pas noté. Donc, en fait, lui, son rôle, effectivement, il opère comme un load balanceur. Mais le load balanceur, ici, s'il ne s'agit pas de répartir la charge, non, lui, il ne fait pas ça. Son rôle, c'est de faire le basculement. Ici, il ne répartit pas la charge comme un load balanceur standard, mais il fait du basculement. C'est bon? Mais du point de vue, je peux dire, bon, ici, il dit mondial, mais en tout cas, du point de vue à une échelle très grande. C'est-à-dire, tu peux avoir une infra à Abidjan, une infra, par exemple, en France, et tu vas relier ces deux infras-là par un traffic manager. Et son rôle ici sera de router, par exemple, toutes les demandes de connexion, tout le trafic vers un seul site. Donc, si on choisit que c'est le site d'Abidjan qui est le site primaire, toutes les demandes de connexion des utilisateurs vont être routées vers les serveurs qui sont en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, il y a une synchronisation permanente entre les données qui sont générées sur le site, je peux dire primaire, et le site secondaire qui apparaît. Je ne sais pas si tu me suis. Donc, les demandes de connexion atterrissent sur le traffic manager. Lui, il va les router vers le site principal. Et pendant ce temps, il y a une synchronisation permanente entre le site principal et le site secondaire, qui est un site, je peux dire, pas actif, mais passif. D'accord. Et si un jour, je dis bien si un jour, un problème survient sur le site principal, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple d'une attaque nucléaire de la Russie sur l'Europe, c'est-à-dire qu'on perd le site principal, aucun utilisateur ne saura que le site principal a été perdu, à part vous les IT. Parce que comme les demandes de connexion ne vont pas directement sur les serveurs, ça atterrit sur le traffic manager. Donc, quand les gens vont se connecter, ça atterrit sur le traffic manager. Et le traffic manager, comme il sait, enfin, il y a des pools, en fait, des pulsations, et il sait que le site 1 n'est plus opérationnel, qu'est-ce qu'il fait? Il bascule automatiquement toutes les demandes de connexion vers le site secondaire. C'est bon? Voilà comment ça marche. C'est pourquoi on dit qu'il permet de gérer l'orchestration de la récupération d'urgence. Donc, l'orchestration, c'est, si tu veux, la planification. L'orchestration, c'est ça. C'est-à-dire que tu planifies et exécutes. Voilà. Donc, à travers le trafic manager, on a déjà planifié qu'il doit checker chaque site, par exemple, toutes les 5 minutes. S'il fait 5 minutes, le site ne répond pas. 5 minutes encore, 2 fois, il déclare que le site n'est pas opérationnel et puis en même temps, voilà, il met en activité le site secondaire. C'est comme ça. Donc lui, il permet de rediriger le trafic vers un site et de pouvoir faire le basculement vers l'autre site au cas où le site principal n'est plus opérationnel. C'est bon? C'est bon. Et il fait aussi, il se charge aussi comme j'ai dit tout à l'heure, une synchronisation permanente. Donc, on parle de réplication en continu des charges de travail d'une région vers une autre. Voilà. Donc, il va basculer vers l'emplacement secondaire. Il fait la restauration automatique pour revenir à l'emplacement principal. Pour ceux qui ont déjà travaillé sur un clustering à un basculement, c'est le même comportement. C'est-à-dire que, oui, le clustering à un basculement, là, voyez la région 1 là comme un serveur. Voyez la région 2 comme un serveur. Et qu'est-ce qui se passe? Si le serveur 1 est en activité, comme c'est un cluster, lui, il va synchroniser avec le serveur 2, je peux dire qui est passif. Dès que le serveur 1 prend un coup, tout ce qui était comme travaux, les VM
sur la partie 1 là sont automatiquement mises en activité ou bien mis en marche sur la partie 2. Mais ce qui est intéressant, c'est que une fois que le 1 revient à la normale, il rebascule vers le 1. Parce que dans le paramétrage, on a dit quoi? C'est le 1 qui est le site principal. C'est comme ça que ça marche. Mhm. Mhm. Donc ici, c'est vraiment à l'échelle mondiale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez proposer, bon, si vous avez un combo comme ça, appelez-moi. Ne faites pas comme les autres. Oui, ils vont faire. Et puis quand ils ont des difficultés, maintenant, ils m'envoient des captures. Donc j'ai une erreur ici. Je dis, mais je ne suis pas là. Il peut réel l'erreur, mais est-ce que moi je connais dans quelles conditions tu as configuré, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, souvent les gens pensent que nous sommes des magiciens. C'est-à-dire qu'il est parti faire, il y a une erreur. Puis il fait la capture de l'erreur, il m'envoie. Ah, le boss, il faut regarder s'il peut m'aider. Bon, il peut toujours t'aider. Euh, donc ici, c'est du point de vue mondial. Donc, ta région 1 ici, ça peut être peut-être aux États-Unis. Et ta région 2, ça peut être par exemple en Inde ou au Japon. Donc aujourd'hui, une multinationale ou bien une entreprise qui dit que non, j'ai perdu mes données, c'est que vraiment, ce sont des akébés. Voilà. Ils n'ont pas voulu vraiment payer des solutions qui peuvent. C'est que tout ce que vous voyez devant vous là, c'est Mhm. basé sur d'abord la sauvegarde. Parce qu'avant de déclencher le site recovery, la première condition que Azure va vérifier, est-ce que toutes les ressources que tu as indiquées là font partie d'un plan de sauvegarde? C'est Oui. ça. Parce que c'est la sauvegarde là que lui va basculer vers la région 2 avant d'établir la réplication continue. Mhm. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc j'attends. Mhm. Ah, si vous avez un truc comme ça, vous envoyez en gérer. D'accord. Voilà. Donc, pour ça, vous aurez le lab avec 5 tâches. Donc, vous allez, bon, on connaît déjà, je sais qu'un modèle, hein. Un modèle, c'est quoi? Ce sont les scripts en JSON. Mhm. Voilà. Donc, tu vas utiliser un modèle pour configurer une infrastructure. Créer, configurer un recovery service, Vault, comme je l'ai dit. Configurer un système de sauvegarde au niveau des machines virtuelles. Donc, si la machine virtuelle est sur Azure, on va créer un recovery service Vault pour sauvegarder les VM sur Azure. Si la machine virtuelle vient de on-prem, on créera aussi un autre recovery service Vault, mais cette fois-ci, comme on l'a vu dans l'exemple, en plus de la VM qui pourra sauvegarder aussi d'autres types de données. Surveillez la sauvegarde Azure. Je vous ai dit, chaque action qui va s'opérer va générer des logs. Voilà. Donc, on a vu également sur une capture où on peut aller voir si les jobs se sont bien exécutés. Voilà. On peut monitorer si vous voulez. Et puis, activer la réplication des machines virtuelles. Voilà. Donc, très, très important. Donc, vous aurez la région 1, comme ce qu'on a vu tout à l'heure là. Donc, vous voyez que dans la région 1, on a la VM AZ104-10, VM0. C'est bon? Et Oui, oui. cette VM-là doit être répliquée vers une autre région, Mhm. région 2, voilà, à travers le Recovery Service Vault. Très important. Donc, merci d'exécuter ce lab et puis nous faire un retour, hein. C'est très important de nous faire un retour. D'accord. Parce que s'il n'y a pas de retour, bon, on ne saura pas si tout s'est bien passé ou pas.